Donc bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode dans le fond du podcast Identique, plus similaire que différent. Le podcast est financé par le projet Jeunes citoyennes, citoyens d'impact de l'INM qui est financé par Patrimoine Canada. Donc je suis Meredith Nana-Lelièvre avec Florence Salem et on a invité Élie Tremblay pour un épisode sur les réalités LGBTQIA+. Donc est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, mon nom, c'est Élie. J'utilise le pronom YEL avec des accords neutres. Puis sinon, c'est ça, je représente aujourd'hui la communauté de LGBTQIA+, mais je ne suis pas seule, comme on va le découvrir. Et sinon, c'est ça, mon occupation principale, c'est que j'étudie en orthophonie présentement et je suis sur plusieurs projets de recherche aussi qui ont des liens avec les communautés de LGBTQIA+. Ok, ben on va avoir le temps d'en parler. Est-ce que, juste pour commencer, tu peux introduire donc les pronoms que tu utilises, les accords que tu utilises, puis juste expliquer un peu, juste rapidement, là, pour les personnes qui connaissent pas. Oui, bien sûr. Donc, j'utilise le pronom YEL et les accords neutres. Donc, quand on parle des pronoms, on parle souvent des pronoms personnels. Par exemple, on enseigne à l'école, il y a je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Puis on se rend compte qu'à la troisième personne, les pronoms sont souvent genrés. Donc, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec des pronoms genrés comme ça. Donc, moi, j'utilise plus le pronom YEL, qui est comme une combinaison de il et elle. Et en français aussi, une particularité, c'est que il y a beaucoup de mots dans la phrase qui portent une marque de genre. Donc, ça peut être des adjectifs, juste des noms aussi, qui vont porter une marque de genre. Et moi, j'aime bien les terminaisons super créatives où on essaye de quoi qui sonne ni trop masculin ni trop féminin, parce que c'est ça, je suis mal à l'aise un peu avec les accords au féminin et au masculin. Et il y a aussi la possibilité d'alterner. Il y a aussi la possibilité d'alterner. Je le donne souvent personnellement en deuxième recours pour moi. Je préfère ça que juste rester dans soit le masculin et le féminin, puis on s'entend. On a conscience, même les personnes non-binaires qui voulons utiliser des accords neutres, que c'est difficile en français d'habituer notre cerveau à penser à l'accord à l'avance à chaque accord. Donc, ça, en deuxième recours pour moi aussi, on peut alterner entre le féminin et le masculin. Donc on pourrait peut-être parler, on a parlé déjà de SLGBTQIA+, c'est pas forcément quelque chose, disons des termes avec lesquels tout le monde est à l'aise. Donc quand on parle de 2S, c'est pour les personnes two spirits dans le fond. Donc ça s'adresse vraiment spécifiquement aux réalités autochtones. Et LGBTQIA+, donc lesbiennes, gays, bisexuels, il y a aussi des personnes pansexuelles, intersexes, queer et asexuelles, aromantiques. Donc nous on s'est rencontrés dans un projet de recherche communautaire, donc jeunes chercheurs queer justement, et on pourrait peut-être parler des sujets dans le fond sur lesquels on travaille. Donc tu parlais de la question linguistique justement, là il y a des enjeux surtout avec le bilinguisme, on voit une forte différence entre l'anglais et le français. Oui, c'est ça. Donc on s'est rencontrés sur ce projet-là communautaire et initialement le but c'était de bâtir un sondage pour aller voir c'est quoi les expériences de santé, discrimination, mais aussi résilience, santé mentale, oui, des jeunes LGBTQIA+, 2S LGBTQIA+. Et là, avec les données qu'on a maintenant recueillies, moi, je vais faire une analyse, c'est ça, plus du côté de la linguistique. Donc, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce qu'il y a des différences entre les personnes qui ont répondu en français et en anglais au sondage dans leurs expériences de santé et de discrimination, de résilience? Les personnes non-binaires. Les personnes non-binaires particulièrement, parce que, justement, je me dis, le langage français est plus genré, donc peut-être qu'il y a plus de risques de vivre des micro-agressions en plus grand nombre, des invalidations en plus grand nombre au quotidien. Donc peut-être que ça vient jouer un peu sur toute notre santé mentale. Et c'est ça, le sondage a été publié à l'ensemble du Canada, donc on a des répondants anglophones et francophones. Donc j'ai hâte de voir les résultats de cette analyse. Et toi? Ben moi ça je fais aussi. Donc le sondage, moi je vais l'utiliser plutôt pour travailler sur les thérapies de conversion, donc qui viennent tout juste d'être rendues illégales en fait au niveau provinciaux et fédéraux, mais qui existent quand même puis qui touchent un fort pourcentage en fait de la communauté. Donc je vais travailler pour voir un peu quel est l'impact sur le suicide, sur la santé mentale dans le fond des personnes qui les ont vécues. Il y a aussi, c'est sûr qu'il y a les thérapies de conversion en tant que telles, mais il peut aussi y avoir des personnes dans l'entourage qui font des pressions pour que une personne par exemple lesbienne ou trans devienne cisgenre ou hétéro. Donc
donc c'est aussi quelque chose que je vais analyser, les impacts de différentes formes de pression qui peuvent exister, dans le fond, pour faire changer les identités des personnes. Tu fais aussi ta recherche de maîtrise dans ce genre-là. C'est quand même intéressant parce qu'on pense pas toujours à quel point est-ce que nos identités, c'est pas, d'un point de vue académique, c'est pas tant sectoriel, puis ça peut quand même parler à vraiment beaucoup d'enjeux différents. Donc, même moi, en urbanisme, il y a des études urbaines reliées aux enjeux queer, puis toi, tu t'étudies dans le fond en orthophonie. Fait que ça pourrait être intéressant, là, de voir un peu qu'est-ce que t'étudies en orthophonie en lien avec les enjeux LGBT qui y a plus. Moi, j'étais surprise. Oui, c'est ça. Donc, j'ai étudié en orthophonie. Pour les personnes qui savent pas, l'orthophonie, c'est une profession de la santé où, dans le fond, on vient de travailler et accompagner les gens qui ont de la difficulté à parler, à comprendre le langage, à s'exprimer, même parfois à avaler, parce que c'est comme les mêmes muscles que pour la parole. Donc, c'est vrai qu'on peut se demander c'est quoi le lien avec les enjeux de SLGBTQIA+. Mais c'est que souvent, quand on rencontre des patients, des patientes dans nos bureaux, ou qu'on rencontre des élèves, c'est une relation de proximité qu'on bâtit avec la personne devant soi. Et c'est possible qu'on ait des biais qui ressortent dans notre relation puis qui viennent teinter l'efficacité de nos interventions, qui vient heurter la personne qui est devant nous. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience des biais qu'on peut avoir en tant que professionnel. Puis le projet que je fais présentement vient, dans le fond, de mes propres expériences personnelles. Tu sais, j'ai pas eu des services en orthophonie, mais dans d'autres domaines de la santé, j'ai été chercher de l'aide, puis j'ai vu qu'il y avait comme quand même des gros biais. J'ai été confrontée à des expériences qui étaient vraiment désagréables, et je me suis dit que c'était possible que ça soit le cas aussi en orthophonie, qu'il y ait des personnes qui vivent ça. Donc, j'ai essayé de fouiller dans la littérature scientifique pour voir s'il y avait des articles là-dessus, qui avaient exploré, dans le fond, la compétence interculturelle des professionnels. C'est comme ça qu'on appelle ça, la capacité d'adapter notre pratique aux cultures qui sont différentes de la nôtre. Donc, on peut parler de culture pour les cultures de SLGBTQIA+. Et il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est avec un groupe de spécialistes, de personnes qui s'y connaissent dans le fond en enjeux de SLGBTQIA+, et d'orthophonistes, de personnes qui étudient aussi en orthophonie. On a bâti un questionnaire qu'on va pouvoir publier à large dans le monde de l'orthophonie pour essayer d'aller chercher les perceptions des orthophonistes par rapport à la compétence interculturelle, par rapport plus spécifiquement à la diversité sexuelle et de genre. Puis c'est un sondage qu'on veut aussi, on a beaucoup réfléchi pour que ça soit pas, que les personnes qui soient confrontées à ce sondage-là se sentent pas blâmées non plus, parce que souvent, une partie qu'on oublie, c'est pas juste les professionnels qui ont le travail de déconstruire leurs biais. Il faut que les institutions, il faut que le système autour les soutienne pour venir déconstruire ces biais-là. Donc, on veut aussi aller chercher les perceptions des orthophonistes de est-ce qu'ils se sentent soutenus par les institutions pour développer leurs compétences interculturelles auprès de la diversité sexuelle et de genre. Donc, c'est mon gros projet. Est-ce que tu penses que les orthophonistes devraient, dans leur mandat, travailler pour faire comprendre, dans le fond, les accords neutres, tout ça? Est-ce que ça fait partie de ton projet? Donc, c'est une grande question. J'aimerais beaucoup, justement, aller chercher la perception des orthophonistes par rapport à ça, parce que c'est un enjeu qu'on vit. T'as mis le doigt, mettons, sur une situation qui arrive souvent, où les orthophonistes vont, dans les écoles, par exemple, avoir comme objectif de travailler les pronoms. Donc, on a des enfants qui font pas leur accord de masculin, leur accord de féminin, puis ça vient accrocher... comme les professeurs aiment pas ça, les parents se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils comprennent pas ces accords de genre-là. Donc, des fois, il y a des orthophonistes qui vont faire des activités, qui vont prendre comme objectif, OK, on va essayer d'aider l'enfant à développer cette compréhension-là du féminin, du masculin. Puis ça peut être dangereux parce que, justement, on peut venir renforcer certains stéréotypes de genre aussi dans les activités qu'on fait, surtout si on fait une activité du type voici une petite fille avec une robe rose, et ça ici c'est un garçon, tu vois, il a les cheveux courts, donc ça c'est il, ça c'est elle, puis c'est vraiment problématique. Donc oui, je pense qu'il y a un travail pour montrer que
il y a pas juste deux catégories, il y a il y a une diversité, une panoplie d'identités de genre qui existent, et pour venir pousser aussi, expliquer dans le fond à la communauté en général que le langage, ça évolue. Tu sais, on a comme un background en linguistique, on sait que la langue, ça évolue dans le temps, c'est pas statique. Une langue, si elle évolue pas, c'est une langue qui est morte. Donc, je pense qu'on doit pousser justement, en tout cas, c'est mon avis, qu'on devrait pousser que la langue peut changer, on peut la rendre plus inclusive. Mais c'est ça, c'est qu'on accepte qu'on a une langue vivante, qu'à chaque année il y a des nouveaux mots dans le dictionnaire, mais on va l'utiliser, le respect de la langue, comme prétexte pour un agenda qui est plus conservateur ou pour être plus moralement contre quelque chose, dans le fond. Mais c'est intéressant aussi parce que ça a un impact sur, d'une manière plus générale, là, la communauté LGBTQIA+, nos accès aux soins. Parce que c'est sûr que je pense qu'on a tous, tout un peu des expériences de discrimination ou de méconnaissance de la part des professionnels de la santé, puis ça fait en sorte que ça peut empirer notre santé, dans le fond, parce qu'on peut pas aller chercher ces soins-là. Puis justement, nous, on travaille sur un sondage sur la santé mentale. Personnellement, moi, ça m'est déjà arrivé dans des contextes de santé mentale d'avoir ces problèmes-là, de manière répétée. Donc, je pense que ça impacte même notre capacité à aller chercher ces services-là de santé physique, mais aussi de santé mentale, sachant qu'on a une population qui a quand même plus de difficultés du point de vue de la santé mentale, justement avec le rejet qu'on peut vivre. Fait que ça, c'est quand même, c'est un travail vraiment important, là, même d'un point de vue d'accès aux soins, dans le fond. Et ça, justement, on parle de résistance par rapport aux pronoms. Est-ce qu'il y a des choses, en tant que personne, disons, binaire, cisgenre, qu'on peut faire pour améliorer cette expérience-là, si on veut t'aider, disons, aider votre expérience pour rendre le monde plus inclusif. Donc, qu'est-ce que tu suggérerais qu'on pourrait commencer à mettre en place comme pratique? Ouais. Donc, première chose qu'on peut mettre en place, un geste qui est vraiment important, c'est de nommer vos pronoms. Je dirais pas à tout le monde que tout le monde doit nommer ses pronoms, parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui peuvent être en questionnement et pas vraiment savoir quel pronom encore leur convient. Donc, j'oblierai pas les gens à nommer leurs pronoms, mais si vous êtes confiant dans les pronoms, dans votre identité de genre, nommez vos pronoms d'emblée quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Comme ça peut signaler que, OK, t'es une personne safe, donc je peux aussi nommer mes pronoms. Tu sais, je vais pas être confrontée à des réactions désagréables ou d'invalidation. Et si vous le mettez, par exemple, dans vos courriels, dans tout ça, ça fait aussi que les gens vont aller s'informer plus sur les enjeux de la diversité de genre. Ça fait en sorte aussi, s'il y a des personnes cisgenres, donc qui sont pas trans, qui sont pas non-binaires, qui nomment d'emblée leurs pronoms. Dans ce cas-là, c'est pas juste les personnes trans qui sont obligées de nommer leurs pronoms, parce que ça les identifie. Ça identifie automatiquement. Donc, en fond, ça vous fait sentir plus inclus. Je sais pas exactement comment le dire, mais c'est mieux quand tout le monde dit ses pronoms comme pour un pied, pas d'égalité, mais je sais pas, c'est mieux pour, c'est plus facile de le dire quand les autres le disent, c'est ça? Exactement, parce que sinon on se sent un peu comme la personne bizarre qui doit, j'arrive, je suis la personne bizarre du groupe qui doit dire moi, j'utilise le pronom yel. Alors, ça fait aussi de l'éducation, j'ai l'impression. Parfois, je mets, surtout sur Zoom, là, comme on fait beaucoup des conférences sur Zoom, des rencontres avec des gens qu'on connaît pas forcément. Je trouve ça intéressant de le mettre, surtout quand je pense que c'est des personnes dont c'est pas forcément de leur milieu. Parce que, tu sais, elles vont rien nous dire parce qu'il y a des pronoms à côté de ton prénom, mais peut-être que ça va commencer à faire émerger un peu une réflexion là-dessus. Fait que, même pour le disséminer un peu, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant d'un point de vue éducatif. Je sais pas ce que t'en penses. À 100%. Tout à fait. Et justement, il y a aussi, je voulais parler un peu de l'importance de la communauté queer, puis d'avoir des lieux pour nous. Ce qu'on n'a pas beaucoup à Montréal, malheureusement, c'est beaucoup pour les hommes, en fait, les lieux de sociabilité identifiés comme tels. Donc, je voulais parler un peu de, tu sais, qu'est-ce que tu penses de la pertinence d'avoir ces lieux-là pour nous? Puis aussi, même en tant que personne non-binaire, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as l'impression d'avoir des lieux de stabilité? Quelle est un peu ta place? Fait que c'est un peu une question à deux niveaux, là, mais... oui, c'est une grande question. C'est vrai que j'ai pas tant tendance à aller dans les lieux, justement, plus centrés sur les hommes gays. Pourtant, ce serait important d'avoir des lieux de socialisation plus queer. Mais je pense que
au-delà de la non-binarité, je suis aussi une personne asexuelle. Puis que ça, c'est plus à ce niveau-là que des fois je vais ressentir de la peur ou de la réticence d'aller dans des milieux plus queer, parce que j'ai peur que ce soit des milieux qui soient très sexualisés ou très centrés sur la sexualité. Donc j'ai eu tendance plus à éviter justement, et c'est malheureux, mais d'éviter d'aller dans des événements, des activités plus queer, sauf les rares fois où c'est comme vraiment nommé, genre c'est ostensiblement comme queer, tout le monde est inclus. Dans ce cas-là, je vais plus y aller. Par contre, j'aime bien les projets qui sont plus centrés sur des activités comme Jeunes chercheurs queer, que je savais que ce serait sans doute pas super sexualisé. Puis il y a d'autres milieux, j'ai réussi à trouver d'autres milieux qui sont comme safe pour moi, où je vois de la représentation, même si c'est pas nécessairement un milieu queer en soi. Là, je sais pas, on se connaît quand même, parce qu'on est amis, je pense que... Mais pour moi, c'était le milieu de la danse swing qui a beaucoup aidé, parce que je voyais dans la danse swing beaucoup de liberté, dans le sens où c'est une danse de couple, donc t'as un lead, une personne qui lead, une personne qui follow d'habitude, mais il y a une liberté de changer de rôle de genre autant que tu veux. Voilà, puis il y avait, je sais pas pourquoi, mais c'est une scène qui est queer, fait que ça m'a vraiment aidé à, comme moi-même, explorer qu'est-ce qui était confortable pour moi, puis à rencontrer d'autres personnes d'une façon indirecte. C'est intéressant parce que j'ai eu ça aussi quand je faisais du derby, c'est que c'est pas officiellement queer, mais ça reste la majorité. Je sais même pas si c'est probablement plus la majorité qu'en swing encore, parce que c'est vraiment une forte majorité, fait que ça te permet d'avoir un sentiment de communauté qu'on n'a pas forcément d'autres façons. Ça te permet d'avoir des stabilités queer, mais qu'on n'a pas de lieu sinon qui permettrait de l'avoir à Montréal d'une autre manière. Mais c'est sûr que si on n'aime pas la danse, si on n'aime pas se faire taper dessus, là, c'est sûr que ce serait intéressant d'avoir quand même des endroits où on peut aller de manière plus permanente. Moi, je me rappelle quand j'étais adolescente, donc j'ai grandi à Paris, il y avait des bars lesbiens, fait que j'allais, tu sais, à genre 16 ans au bar lesbien, puis c'était un lieu où tu pouvais vraiment tout le temps être, alors que j'ai l'impression qu'à Montréal, c'est très axé sur la consommation. Donc, nous, enfin, pour les lesbiennes, en tout cas, il y a des soirées qui existent, mais tu sais, faut que t'aimes déjà le format des soirées, faut que tu consommes quelque chose, parfois c'est payant pour y aller, donc il y a plusieurs enjeux qui se mêlent à ça, fait que c'est vrai que certains milieux qui le sont pas forcément officiellement, ça peut être intéressant aussi. Mais ça donne pas des portes ouvertes à tout le monde de venir, faut le savoir. Ouais, mais par exemple, moi je ne savais pas que le swing peut venir m'apprendre ça. Mais ouais, comme quoi d'autre? Est-ce que vous avez d'autres exemples de lieux comme ça? Est-ce qu'il faudrait les rendre plus accessibles à tous? Ou est-ce que tout le monde dans la communauté LGBTQIA+, le sait? Pour le swing, je sais pas. Je pense que c'est vraiment du contexte. Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup comme c'est beaucoup la vibe que les gens décident d'avoir. Parce que, tu sais, le derby, je pense que c'est féministe en soi, de ce que je comprends, mais le swing, du moins l'école de danse où je vais, qui est le Cat's Corner, je fais de la publicité, sont très axés sur l'inclusivité, comme c'est vraiment mis de l'avant, puis je pense que c'est ça qui fait que c'est un milieu qui est inclusif. Je sais pas si le swing en soi l'est, mais les gens qui y sont ont cet esprit-là, puis ça fait toute la différence pour qu'on... C'est pour ça que c'est encore plus dur à retrouver, parce que ça a juste à donner que t'es allé faire du swing. C'est ça. Donc c'est sûr que je pense que ce serait intéressant d'avoir des lieux plus permanents dans la ville qu'on peut s'approprier, parce que c'est sûr que le village, c'est plus pour les hommes. Il y a une dimension aussi très capitaliste, c'est très touristique. Mais les lieux... Il y a pas de lieu proprement, en fait, lesbiens pour les personnes non-binaires. Souvent, les lieux qui vont... il y a des lieux pour les hommes gays, puis j'ai le sentiment, peut-être que c'est un biais que j'ai, parce que je suis lesbienne, mais j'ai le sentiment que quand c'est des personnes lesbiennes, ça va être plus inclusif, qu'il y a des lieux vraiment strictement pour les hommes gays, puis des lieux queer, puis c'est plus là que les lesbiennes vont se retrouver. Les personnes, nous au Derby en tout cas, il y avait beaucoup de personnes non-binaires et lesbiennes, parce qu'on a des règles d'inclusion de genre, donc ça forcément ça va attirer un peu plus des personnes trans, des personnes non-binaires. Et justement, toi t'es au secondaire, est-ce que t'as le sentiment que vous avez pour les personnes qui font partie de la communauté, dans ton école, elles ont des lieux, dans le fond, pour se retrouver, pour... Je sais qu'il y a un comité qui se rencontre, mais pour de vrai,
Pour de vrai, je vois quand même une différence. Mais par exemple, les toilettes sont toujours genrées. Puis je peux comprendre que, ma mère, elle a... Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, c'est difficile ça, parce que tu sais pas exactement où aller. Mais depuis mon secondaire, là, j'ai vraiment vu une différence. Que maintenant, il y a des pancartes dans toutes les toilettes, par exemple. Je prends ça comme exemple, là, qui dit fixe pas les gens, laisse-les être qui ils veulent. T'sais, s'ils sont respectueux puis sont juste là, comme ils questionnent les pas de manière agressive, par exemple, ou bien aussi. Mais pour de vrai, j'ai quand même vu une différence depuis mon... Je sais pas si c'est parce que j'ai grandi, donc je suis plus en contact, mais j'ai l'impression peut-être que les directions aussi, pas de mon école en particulier, acceptent, mais dans la cohorte, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, tu sais, des jokes homophobes, mais ils disent « Ah, c'est juste des jokes », mais c'est pas juste des jokes, comme ça se fait pas, parce que ça... Comme ça affecte quand même les gens en question. Puis, ouais, non. Est-ce que tu as l'impression, toi, qu'il y a une évolution positive que tu remarques, que ce soit à l'université, tu sais, on peut parler des différents milieux aussi, là, mais où est-ce que tu vois de l'évolution? Où est-ce que tu as l'impression qu'il y aurait du travail à faire? Ben, moi aussi, je suis d'accord avec toi qu'il y a une certaine évolution. Donc, moi, c'est plus à l'université que je suis présentement. Donc, c'est plus de l'université que je peux parler. Je sais qu'à l'Université de Montréal, par exemple, maintenant, il y a la politique, ou la possibilité plutôt d'avoir un prénom choisi. Donc, ça, c'est vraiment aidant et c'est nouveau. Donc, je suis pas obligée d'avoir, par exemple, mon prénom légal. Je peux utiliser le prénom qui correspond vraiment, qui est mon prénom d'usage. Fait que ça, c'est, ça fait une grande différence. C'est ça. Il y a d'autres... parce que j'ai perdu mon idée. Sur les évolutions que tu vois, s'il y en avait d'autres que tu avais... Ou si t'as l'impression que le climat va mieux, ou est-ce que t'as l'impression que c'est plus de façade? Parce que parfois on peut avoir l'impression qu'il y a des avancements, mais que ça peut être un certain milieu. Tu sais, je pense que les deux, justement, c'est ancré dans un projet queer, fait que parfois on peut avoir une fausse idée de la manière dont la société évolue, ou au swing, ou au derby, puis avoir l'impression que tout le monde est queer, puis finalement après ça, quand on sort de ces milieux-là, on se rend compte que la société est vraiment plus loin que ce que le groupe de personnes auquel on appartient est rendu. Est-ce que c'est une impression que t'as, par exemple, je sais que dans ton programme d'études, c'est pas particulièrement queer, fait que est-ce que tu vois un décalage, par exemple, là aussi, entre... Parce que j'ai l'impression que, en tout cas, de mon point de vue, qui fait partie de activement de la communauté, j'aurais l'impression que les choses s'améliorent, mais peut-être que c'est... J'ai l'impression qu'il y a comme un vent d'ouverture, que les gens vont plus s'écouter et moins juger d'emblée. Mais qu'il y a comme un chemin immense encore qui reste à faire. Tu nommes justement dans ma cohorte en orthophonie, c'est sur notre site de l'ordre, si je me trompe pas, c'est comme 97% des femmes, donc c'est une profession qui est comme super féminine. Puis ça veut dire aussi que dans ma cohorte, en tout cas au début de mon parcours universitaire, tout était genré au féminin. Tu sais, on parlait de toutes les étudiantes tout le temps. Ça, c'était quand même heurtant pour moi à ce moment-là. Mais il y a eu des efforts. J'ai fait mon coming out, j'ai quand même fait de l'activisme, puis il y a eu comme une bonne écoute, je trouve, au sein de la cohorte. Puis là, de plus en plus, c'est l'écriture inclusive qui va être utilisée. C'est ça. Puis je me suis trouvé des alliés qui ont qui ont fait changer un petit peu les choses, puis qui ont mis en place des politiques ou de la sensibilisation. Donc, comme je vois que ça s'améliore, mais que ça demande beaucoup de travail de la part des personnes concernées pour... C'est ça, c'est les personnes que ça dérange qui vont... Mais c'est quand même intéressant parce que dans ce que tu dis, on dirait que il y a plus l'enjeu du manque d'éducation, mais qu'après, effectivement, ça t'a pris du travail, puis tu devrais pas avoir à arriver dans un milieu puis tout prendre sur tes épaules, de faire ce travail-là, mais il y a quand même une écoute si t'expliques les choses. Dans le fond, c'était plus une question d'ignorance, en fait. C'est ça. De façon générale. Tu sais, c'est sûr qu'il reste des personnes qui sont plus résistantes au changement, mais puis j'ai l'impression que ça dépend aussi des milieux, mais dans mon milieu, il y a quand même eu de l'écoute avec un petit peu de poussée aussi pour aider l'écoute. Puis
Ben, sans trop de transition, t'avais mentionné la sexualité un peu plus tôt. Je voudrais revenir parce que je sais que c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est. Il y a des personnes qui pourraient s'identifier à ça, mais qui savent pas que ça existe. Donc, est-ce que tu pourrais comme parler rapidement de qu'est-ce que c'est la sexualité? On parle de demi-sexualité aussi, fait que juste pour que des personnes qui connaissent pas puissent comprendre un peu en fait de quoi il s'agit. Oui, c'est ça. Donc, je suis une personne asexuelle, donc je suis sur le spectre de la sexualité. Et ça inclut plusieurs autres identités, dont demi-sexuelle, gris-sexuelle. Et ce qu'on a en commun, c'est de ressentir peu ou pas d'attraction sexuelle, dans le fond. C'est ma définition courte. Mais t'as dit gris-sexuel, allosexuel? Demi-sexuelle. Demi-sexuel, ouais. ok. Donc, demi-sexuelle, c'est une personne qui ressent de l'attraction sexuelle seulement après avoir créé un lien émotionnel quand même fort avec une personne. Gris-sexuel, c'est comme sur le spectre asexuel, entre les deux. Genre, c'est pas totalement asexuel, mais c'est pas non plus à l'inverse une personne qui ressent beaucoup d'asexualité. Est-ce qu'il y a un terme pour une personne qui serait pas une personne asexuelle, l'inverse dans le fond, parce que c'est souvent ça, on nomme la différence en quelque sorte. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs termes qui ont été proposés. Okay. Moi, celui que j'aime bien, c'est genre Z sexuel, donc t'as comme A à Z. Ça fait l'alphabet, donc Z sexuel, quelqu'un qui ressent de l'attirance sexuelle. Ok, parfait. Est-ce que, et en dehors des milieux de l'université, par exemple par rapport aux pronoms, etc., est-ce qu'il y a des milieux où tu as l'impression d'avoir rencontré plus de résistance ou moins de résistance? C'est une bonne question. Je trouve que j'ai été quand même choyée dans mes milieux, mais aussi je choisis où je fais des coming out et j'ai choisi un petit peu mes milieux. L'affaire avec être, mais tu me diras si tu penses la même chose, mais d'être dans la communauté de LGBTQIA+, c'est qu'on a souvent aussi la possibilité de le dissimuler. On peut choisir, c'est comme un cadeau un peu empoisonné où on peut choisir de pas parler de notre identité dans des contextes où on se sent pas en sécurité. Donc souvent, je vais avoir tendance plutôt à pas en parler si je me sens vraiment pas en sécurité. Puis on peut choisir justement d'en parler dans les contextes où on se sent mieux. Donc souvent, je choisis de parler de mes pronoms dans des contextes où je sens que ça va être bien accueilli. Mais ça me semble être beaucoup de violence, surtout pour toi, dans le sens où... Bon, moi, je suis lesbienne, tu sais... c'est sûr qu'il y a des contextes où les réactions sont mal appropriées, c'est un problème. Des contextes où je sens que je devrais pas en parler, je suis juste pas obligée d'en parler, mais j'ai l'impression que c'est quand même ton identité, tu sais, les pronoms qu'on utilise, le prénom avec lequel on te nomme. J'ai l'impression que c'est encore plus... c'est une violence aussi pour nous, je veux dire, si on doit cacher qu'on est lesbienne dans n'importe quel contexte, là, mais dans le sens... J'ai l'impression que ça va encore plus loin pour toi quand même. Mais j'ai l'impression aussi qu'on s'accommode de la violence, puis on la normalise un peu quand on la vit. Je pense qu'on a un peu pas le choix, dans le sens où n'importe quand, si je vais à l'épicerie, nécessairement, je vais me faire accueillir par madame ou monsieur. Tu sais, on n'a pas le choix à un moment donné de développer une certaine insensibilité à la façon dont les autres vont nous percevoir. Puis c'est vraiment difficile quand même à développer. Donc, on parle de résilience, justement, dans notre sondage. Donc, je pense que les personnes non-binaires, entre autres, ont bien des pros de la résilience à un moment donné. Donc, d'être capable de surmonter des choses qui sont quand même difficiles. Ouais. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Mais comme, par exemple, qu'est-ce que tu suggérais? Tu parlais à l'épicerie, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils te disent en te voyant? C'est ça, juste éviter les mots genrés. On peut juste dire bonjour tout court et pas nécessairement bonjour madame, bonjour monsieur. Le madame, le monsieur, il est pas nécessaire. T'sais. Mais il y a des gens, le gouvernement du Canada, pour tout ce qui est fédéral, ils ont plus le droit d'accueillir les gens en disant bonjour madame, bonjour monsieur. C'est sûr qu'il y a un changement culturel parce que des personnes trouvent ça impoli. Souvent on dit bonjour, on dit le prénom, on dit, on s'adresse un peu plus parce qu'on nous apprend que c'est poli comme ça. Fait qu'il y a sûrement un changement culturel pour que les gens se sentent à l'aise de juste dire bonjour, parce qu'effectivement, la différence de dégâts entre le fait de
penser être impoli et le fait de mégenrer une personne n'est pas comparable, là, mais c'est ça que j'ai l'impression que c'est des choses qui peuvent rebuter certaines personnes, là, mais c'est des changements culturels à faire. Non, mais c'est nécessaire, je trouve, là, parce que je pense que ça devrait être la société qui change dans cette histoire, et c'est pas aux jeunes ou aux personnes de, par leur dialogue, changer, comme tu parlais quand t'es rentré à l'université, après que t'aies parlé, t'as vu une ouverture, sauf que mais la société devrait changer, c'est ça. Tu devrais être pour pas que présent ça dès le arrive, départ, ouais, exactement. Un jour. Ben, on gagne quand même en visibilité, puis tu sais, je pense même nous, comme gays et lesbiennes, on voit des évolutions positives aussi. Mais je pense qu'on va être inconfortable encore en vous, mais ça gagne en visibilité. Puis je pense qu'il y a beaucoup en enjeu de la vitesse à laquelle les évolutions vont. Puis pour nous, c'est pas assez vite parce qu'on voudrait juste que le monde soit fait pour nous comme il est fait pour tout le monde. Mais en même temps, pour d'autres personnes, les changements qu'ils ont eu, tu sais, dans les, je sais pas, 10-15 dernières années, c'est vraiment beaucoup par rapport à, tu sais, si on parle de changements sociétaux, changements culturels. Ce qui en même temps n'est pas comparable avec le fait que pour nous, ça nous fait de la violence. Là, mais... puis on a beaucoup parlé de résilience, de santé mentale. Qu'est-ce que tu trouves de positif dans le fait de faire partie de la communauté? Qu'est-ce qui fait, ou de ton identité particulière? Tu sais, qu'est-ce qui te rend heureuse de... Mais plein de choses. Au niveau personnel, mettons, dans mon identité à moi, mais je trouve que le fait d'être non-binaire, non-binaire, asexuel, ça m'a permis de développer de cultiver toutes sortes de belles qualités, comme du fait que les systèmes soient pas faits pour nous, ben, on n'a pas le choix de développer notre esprit critique, tu sais, parce qu'on est comme un peu à l'extérieur, donc on voit ce qui fonctionne pas, puis on voit, ok, donc on pourrait faire telle action pour aller dans cette direction-là pour que ce soit mieux pour un maximum de personnes. Ça m'a aussi permis d'être vraiment authentique, tu sais. J'ai comme un peu pas le choix pour qu'on me respecte, d'apprendre je suis qui, puis d'apprendre à l'affirmer aussi. Puis ça me permet aussi, je trouve, c'est une porte d'entrée pour comprendre des expériences qui sont différentes des miennes, mais qui ont beaucoup en commun aussi, dont ce que vivent d'autres communautés marginalisées. Et plus largement, de faire partie de la communauté, ce qui est vraiment cool, je trouve, c'est comme la diversité dans la diversité. Comme il y a toujours des nouveaux mots qui sont inventés pour décrire toutes sortes de réalités, donc il y a toujours comme plein de choses à apprendre, plein de nouvelles façons de concevoir toutes sortes d'aspects identitaires, donc c'est comme, ça évolue tout le temps, puis c'est tout le temps beau à voir c'est toujours créatif, donc je trouve que c'est une des forces de notre communauté. C'est vrai, puis c'est vrai que je pense que quand on est dans des lieux communautaires, vu qu'on tout le monde a cette expérience un peu d'être altérisé, je pense que on a la bienséance de pas remettre en question ces nouvelles identités ou ces nouveaux termes-là qui sortent, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant. Puis comme tu disais, peut-être la solidarité qu'il peut y avoir avec d'autres formes de minorisation parce qu'on a cette expérience-là, je pense qu'effectivement c'est très riche. Et toi? Ben c'est ça, oui je pense aussi qu'on est brillantes, les personnes LGBTQIA+. J'ai l'impression que les femmes qui aiment les femmes, on a plus de force, puis on n'a pas le male gaze, on a moins de poids du patriarcat. Fait que ça c'est quelque chose que j'aime. Comme l'émancipation. Dans cet esprit-là, c'est ça que tu voulais exposer? Oui, j'ai l'impression que ce soit le rapport à notre apparence physique, où j'ai l'impression on a moins le poids des normes hétéronormatives, de genre, qu'est-ce que les hommes veulent voir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes hétérosexuelles qui continuent d'être... Bon, je connais pas tant de femmes hétérosexuelles, mais de ce que j'ai vu, qui continuent d'avoir un rapport à leur corps ou à leur apparence physique très complexé longtemps, que on dirait que pour moi, ça me rappelle plus mon adolescence. Puis tu sais, je suis passée au-dessus vraiment vite parce que j'ai l'impression que les relations hétérosexuelles dans le patriarcat font en sorte de peser vraiment beaucoup de normes sur les femmes.
Et j'ai l'impression que c'est plus facile quand on est lesbienne parce qu'on n'a pas forcément substitué toutes les normes de qu'est-ce qu'est une femme désirable pour les hommes hétérosexuels. On l'a pas forcément substitué avec des normes. Ça veut pas dire qu'on n'a pas des rapports de pouvoir, etc. Mais j'ai le sentiment qu'on a plus de liberté par rapport à ça. Donc je pense que oui, on est des femmes très fortes et libres. Et finalement, est-ce que, toi aussi, tout le monde, en fait, si vous aviez une recommandation, que ce soit de lieu, j'imagine le swing, mais ou de livres ou d'événements à Montréal en lien, en fait, avec ces thématiques-là? Un podcast, est-ce que ça va? Mm-hmm. Parce que j'imagine que les auditeurs aiment les podcasts si ils écoutaient ce podcast. Donc, je connais peu, j'ai peu de représentations non-binaires. Il y en a juste peu dans les médias, et surtout francophones, mais il y a le podcast Deux Fifs le matin, où il y a une personne non-binaire qui anime. Donc, il y a ça que j'aime bien et qui me fait toujours bien rire. Il y avait un épisode sur la sexualité aussi récemment. Ok, parfait. Bon, on écoutera ça. Le jeu de mots du titre est déjà très bien annoncé. Toi, est-ce qu'il y a des lieux que tu connais ou des... Moi, j'ai envie de dire le théâtre, parce que je suis allée voir plusieurs... Mais je vais très souvent au théâtre, puis j'ai l'impression que souvent, il y a des représentations de personnes de la communauté LGBTQIA+, dans les pièces, puis peut-être que ça peut faire bouger les esprits, amener une réflexion. Donc, mais c'est ça, aller au théâtre pour voir des pièces qui ont ce thème-là, parler de leur thème. Moi, je dirais que pour les personnes, nous, en fait, le projet est parti du fait qu'on n'a pas de lieu, les trois en vie dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, on n'a pas de lieu pour les jeunes LGBTQIA+, dans l'arrondissement, mais il y a un groupe communautaire qui s'appelle Jeunesse Lambda dans le village, qui est vraiment très actif, qui a vraiment beaucoup de projets pour les 15-30 ans d'enfants de LGBTQIA+, donc soit en termes de ressources ou d'activités pour sociabiliser. Fait que c'est quelque chose que je conseillerais à des personnes qui sont intéressées à être plus en contact avec leur communauté. Je pense qu'on arrive vers la fin. Donc, on te remercie, Ellie, d'être venue jaser avec nous. Et aussi la bibliothèque Soul Bellow et Carlos aussi qui s'est occupé du son et de l'image. Vous pouvez nous inviter aussi sur les réseaux sociaux. Donc, le Conseil jeunesse de la Chine et de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Facebook, Instagram. Vous pouvez nous suivre.